Merci de nous rejoindre sur Radio J. Comme tous les matins, on fait le point de la situation sécuritaire en Israël. 405e jour de guerre, 405 jours de captivité pour 101 otages, malheureusement toujours captifs à Gaza. Et pour en parler, nous sommes avec Avi Pazner, ancien ambassadeur d'Israël en France. Il est avec nous en direct d'Israël. Bonjour Avi. Bonjour Ilana. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Beaucoup de sujets à voir ce matin. Alors, on va peut-être commencer par ce qui se passe au sud Liban, les opérations de Tsahal qui se poursuivent à Darkié, la banlieue sud de Beyrouth, le véritable bastion du Hezbollah, justement. Aujourd'hui, on a entendu le ministre de la Défense, Israël Katz, dire que Israël ne s'arrêtera pas là, justement, continuera, malgré ces rumeurs de cessez-le-feu entre Israël et le Liban. Alors, qu'est-ce que ça signifie ? Où en est-on concrètement de ces opérations au sud Liban, Avi ? Eh bien, Ilana, vous savez que ces dernières semaines, il y a eu des tentatives d'arriver à un cessez-le-feu avec le Hezbollah par l'intermédiaire de Amos Hochstein, pas seulement lui personnellement, mais de l'Amérique, des États-Unis, qui depuis quelques semaines essaye d'arriver à un cessez-le-feu. Et nous avait demandé de ne pas bombarder Beyrouth en attendant et de rester sur nos positions au Liban du Sud. Comme vous le savez, nous avons occupé une bande d'environ 5 kilomètres à l'intérieur du territoire libanais sur notre frontière. Nous l'avons nettoyé de la présence du Hezbollah et nous avons commencé les négociations. Et elles sont très secrètes, rien ne filtre, mais comme vous le voyez, ça fait maintenant déjà 2 semaines, 3 semaines, et ça n'avance pas trop. Ça n'avance pas trop. Et... On dit que la Russie aussi est partie prenante dans ces négociations. Qu'en est-il exactement ? Oui, la Russie, enfin, pas exactement partie prenante, Ilana. Nous avons approché la Russie parce que la Russie a une présence en Syrie, une présence militaire en Syrie, a une grande influence sur le président Assad, qui lui-même a une influence au Liban. Donc, nous essayons de mobiliser tous ceux qui peuvent aider pour arriver à un cessez-le-feu. On dit le Hezbollah qui a été battu, qui est blessé, on le dit prêt à un cessez-le-feu. Mais à ce que je vois, peut-être il n'a pas été assez battu. Peut-être faut-il continuer notre pression. Et on voit surtout que le groupe chiite a un arsenal militaire toujours très important, avec toujours des dizaines de roquettes qui sont lancées sur le territoire israélien, des drones également. Ah oui, ça oui. Vous savez qu'au début de la guerre, ils avaient 150 000 à 170 000 roquettes, missiles, drones, etc., etc., etc. Nous avons réduit ça d'une manière très forte. Peut-être le reste-t-il maintenant un quart ou un tiers de ce qu'ils avaient au début, mais c'est quand même considérable si vous voyez les nombres, n'est-ce pas? Donc les bombardements continuent avec acharnement chaque jour. Les drones continuent aussi chaque jour, vous avez des drones. Mais moi, je vous le dis, le Hezbollah est une organisation battue. On a liquidé toute sa nomenclature, tous ses chefs. C'est une organisation sans tête. Ils ont environ eu 2000 tués ces dernières années. C'est considérable. Le Hezbollah est une organisation sans tête. Justement, Israël attend que ce soit maintenant l'armée libanaise, peut-être, qui prenne le relais. Est-ce que Israël peut faire confiance à l'armée libanaise ? Pas tellement. Mais si vraiment l'armée libanaise descend et se déploie au sud du pays avec au moins 6 à 8 000 soldats et que le Hezbollah se retire au-delà du Litani, c'est-à-dire se retire au nord du Litani, et que Israël, et c'est ça le plus important, ait la possibilité, s'il y a une infraction à cet accord, ait la possibilité de rentrer au Liban du Sud
est de faire notre travail contre le Hezbollah, ça pourrait marcher. Mais je crois que le Hezbollah ne se sent pas encore assez battu. Et c'est la raison pour laquelle il en a envoyé ces derniers jours qu'Israël étend ses efforts à l'intérieur du Liban. Nous sommes allés au-delà maintenant de la zone de 5 km. Malheureusement, nous avons perdu hier 6 soldats, 6 héros qui sont tombés dans ces combats. Nous avons repris les bombardements de la Dakhia. La Dakhia, vous savez, c'est le quartier... Le bastion du Hezbollah. Voilà, le bastion du Hezbollah. En ayant demandé d'ailleurs aux habitants d'évacuer la Dakhia. Nous ne voulons pas causer de pertes civiles, mais nous voulons détruire toutes les infrastructures militaires du Hezbollah dans le Dakhia. Et voilà, Ilana, c'est une pression que nous appliquons sur une organisation, et je le répète, battue. Elle existe, elle est là. Une organisation battue, mais qui a quand même encore la possibilité d'avoir de l'influence à l'étranger, peut-être même de faire des attentats à l'étranger, en Europe. C'est en tout cas une des craintes aujourd'hui d'Israël. Aussi, qu'est-ce que vous en pensez? Certainement. Regardez ce qui se passe en Europe. Regardez l'atmosphère en Europe. Ça peut encourager une organisation comme le Hezbollah, justement, d'opérer en Europe. Je ne crois pas qu'ils étaient partie prenante dans le pogrom d'Amsterdam, je ne crois pas. On dit que c'est apparemment un ancien enseignant de l'UNRWA qui a commandité aussi ces attaques via différents groupes de messagerie. On dit qu'il y a la main du Hamas peut-être aussi dans ces émeutes antisémites. Oui, la main du Hamas, certainement, oui. On parlait du Hezbollah, mais vous avez raison. Hamas, oui. Hamas est le mouvement BDS. C'est eux qui ont organisé ces émeutes à Amsterdam. Organisé, je dis bien, parce que c'était très bien organisé. Et le Hezbollah pourrait faire de même, c'est-à-dire s'il ne réussit pas dans son combat contre nous, ici, entre le Liban et Israël, il peut très bien se tourner vers l'Europe. Ce ne serait pas la première fois. Le Hezbollah a déjà perpétré des actions terroristes en Bulgarie, par exemple, en Argentine, par exemple. Et il me semble que aussi en Belgique. Donc, ça peut très bien venir. Mais je le dis encore une fois, il faut savoir qu'Israël a la main haute. C'est vrai que nous payons un prix terrible. Nous perdons les meilleurs de nos jeunes. Mais nous sommes en train de vaincre ce combat. Effectivement, 792 soldats qui ont été tués depuis le 7 octobre 2023 en Israël. Alors, on parle de ce qui se passe en Europe. On peut parler aussi, évidemment, de cette victoire de Donald Trump aux États-Unis. À vie, on s'interroge sur ce que va provoquer cette victoire. Un accord de cessez-le-feu serait en préparation, on l'a dit, en tout cas selon des sources diplomatiques, dans l'optique de l'offrir comme première victoire justement pour le président Donald Trump. Ce serait une victoire pour Donald Trump qu'il y ait la paix dans la région, en tout cas que la paix soit décrétée dans la région? Premièrement, comme vous le savez bien, la victoire de Trump a été très bien accueillie en Israël. Et vous voyez les premières nominations de Trump comme secrétaire d'État, c'est-à-dire ministre des Affaires étrangères, l'ambassadeur en Israël, le conseiller national à la sécurité. Ce sont tous des amis d'Israël, des grands amis d'Israël. Donc Israël a beaucoup de raisons de se réjouir justement de cette victoire. Maintenant, reste à voir qu'est-ce qu'on fait concrètement pour arriver à des résultats. Alors, vous l'avez mentionné, une des idées, c'est d'arriver à un cessez-le-feu au Liban avant l'investiture de Trump, parce que Trump a dit plusieurs fois durant sa campagne qu'il ne veut pas de guerre au Moyen-Orient. Nous non plus, nous ne voulons pas de guerre au Moyen-Orient. Mais ça serait bien si vraiment nous pouvions avoir un cessez-le-feu au Liban. Il nous reste encore 2 mois, un peu plus que 2 mois. Je crois que c'est une période où il est tout à fait possible d'arriver
un cessez-le-feu, mais comme je vous l'ai dit avant, il faut que ça soit accompagné d'une pression militaire très forte. Sans ça, le Hezbollah ne cessera pas le feu. Mais ça peut être une très bonne idée que Trump, quand il entre à la Maison-Blanche, déjà trouve une situation meilleure. Il restera évidemment à régler la question de Gaza, qui est beaucoup plus épineuse, beaucoup plus difficile, politiquement, diplomatiquement, pas militairement. Mais oui, je vois une possibilité. Nous avons 2 mois maintenant pour arriver à cesser le feu avec le Liban. Je vois une possibilité, mais pour cela, je crois personnellement qu'il faudra accroître notre pression militaire sur le Hezbollah pour bien lui faire comprendre: vous êtes une organisation battue, vous n'avez pas de leadership, nous avons gagné cette guerre, maintenant allons vers un cessez-le-feu qui sera dans des conditions acceptable pour la sécurité d'Israël. Alors pour terminer, un dernier mot rapidement. Avi, je voulais vous faire réagir aussi à cet édito de Nadav Shragai ce matin dans la presse israélienne, dans le Israël, il me semble. Un appel aux juifs de diaspora. Il est temps de rentrer à la maison, écrit-il. Ne venez pas parce que la situation est mauvaise en Europe ou parce que vous avez besoin de nous. Venez parce que nous avons besoin de vous. Est-ce que vous aviez envie de dire la même chose ce matin aux juifs de France ? Non. Je veux leur dire: venez si vous sentez que vous voulez venir en Israël. Ne partez pas parce que vous croyez que vous êtes chassés de France par les antisémites. Non, pas du tout. Venez si vous sentez que vous voulez bâtir votre avenir en Israël, comme l'ont fait tellement d'autres juifs français. Il y en a 120 000 ou 130 000. Ils sont nombreux, on entend beaucoup de Français. Il faut que ce soit un sentiment qui vienne de vous, pas que vous vous sentiez chassé de chez vous parce qu'il y a de l'antisémitisme. L'antisémitisme, il faut le combattre. Il faut le combattre sur place. Venir en Israël, ça doit venir d'une impulsion intérieure que vous voulez vous établir dans l'État juif et vivre ici. Eh bien, merci beaucoup. Merci pour ces mots. Avi Pazner, ancien ambassadeur d'Israël en France. Merci infiniment. Et je vous dis à très bientôt sur Radio J. Merci beaucoup. Radio J, le 6-9, Ilana Ferradian. Et tout de suite, comme chaque jeudi matin, c'est Planète Imo, votre chronique immobilier avec Marc